Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent « Je ne sais plus qui je suis » de Thierry Delcourt. De tout temps, l'être humain a questionné son identité pour essayer de mieux se connaître. L'évolution de la société, accélérée par les nouvelles technologies, rend la quête de soi plus périlleuse si elle n'est pas maîtrisée. Allons-nous devenir virtuels ? Quels sont les effets psychiques de l'IA et des contenus numériques? Quelles sont les conséquences de la crise écologique? Quels sont les troubles liés au questionnement autour du genre? Quel est l'impact des guerres et de la radicalisation du débat politique? Dans cet essai, Thierry Delcourt part de ces questions d'actualité pour dévoiler les mécanismes qui mettent notre identité en souffrance. Il s'appuie pour cela sur des études cliniques d'adolescents et jeunes adultes qui l'accompagnent quotidiennement. La question n'est pas « c'était mieux avant », mais « qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle donne sociale, politique, économique ?» Pour résister et préserver son identité, il nous faut apprendre à décrypter et à créer pour asseoir son libre arbitre et son existence. Thierry Delcourt, pédopsychiatre, est l'auteur de plusieurs ouvrages de psychiatrie clinique dont Je ne veux plus aller à l'école 2023, La fabrique des enfants anormaux 2021, La folie de l'artiste 2018 et Je suis ado et j'appelle mon psy 2016, paru aux éditions Max Milo. Des notes sont disponibles sur les versions e-book et brochées du livre. Qu'advient-il d'une identité prise entre errance et souffrance? Je suis perdu, je ne sais plus qui je suis. J'ai peur, je ne ressens plus rien. C'est comme si ce n'était pas moi. Je ne peux plus sortir de chez moi. J'ai la sensation que tout le monde me regarde, qu'on me juge. Voilà ce que j'entends quotidiennement dans mon cabinet par des patients, jeunes ou moins jeunes, qui se sentent en perdition et en danger, car leur identité est fragilisée. Depuis quelques années, ce mal-être s'accentue avec des conséquences qui sont parfois désastreuses. Si vous ouvrez ce livre, en parcourez le sommaire et l'introduction, c'est que l'identité vous pose question comme sujet d'actualité politique, sociale, ou que cela vous concerne au plus intime, car vous, votre enfant, adolescent ou un proche vit une situation délicate. Il est fragilisé, en difficulté psychique, en danger. Quoi faire? Cet ouvrage se donne pour mission d'y répondre avec des clés pour le comprendre et des pistes pour le résoudre. L'identité, on en parle beaucoup, trop peut-être? Non, car s'il en est ainsi, c'est qu'au niveau individuel, social, politique et culturel, l'identité est soumise à des remaniements importants en lien avec l'évolution de la société. Identité, étymologiquement ce qui est même, renvoie à une correspondance de similitude. Si vous n'êtes pas reconnu sur votre carte d'identité, il y a suspicion de falsification, de vol d'identité. La biométrie et la reconnaissance faciale sont devenues nécessaires pour s'identifier auprès des autorités. S'il faut prouver son identité, chacun de nous a aussi besoin de la définir. Trouver son identité, la construire, c'est parfois l'œuvre d'une vie et cela commence dès le berceau. Face au miroir, le parent nous identifie. Regarde, c'est toi, Paul, mon petit garçon, tu te vois, tu te reconnais. Tu ressembles à ton père. Identifier, relier, c'est ainsi que notre histoire individuelle écrit ses premières pages. Si tout se passe bien, on s'identifie à son père, sa mère, son grand frère, sa grande sœur. On les imite le plus souvent inconsciemment et on les mime aussi dans l'apprentissage de ce que l'on est, ou plutôt, de ce que l'on devient à travers cette identification. C'est parfois délicat si la famille n'est pas un long fleuve tranquille. Et tout se complique au début de la socialisation à la crèche, puis à l'école maternelle. Cela ne va pas sans perplexité et désarroi, et donc en quête de nouveaux repères. On s'identifie à celui à qui on croit ressembler ou à celui qu'on admire. Là encore, un mimétisme, mais qui permet de trouver son identité sociale, de la construire et la singulariser, ou au contraire la normaliser, afin de se mouler au désir d'un autre ou du groupe auquel il est bon d'appartenir, sans quoi on est seul. Être différent peut exposer l'enfant à une stigmatisation pouvant aller jusqu'au harcèlement. Dans ces conditions,
Se différencier relève de la prouesse pour l'enfant qui affirme délibérément son identité singulière. Pour les autres, c'est tout naturellement que s'affirme leur identité, que ça plaise ou non, avec le risque d'être exclu et de rester seul sur le banc du préau. Qu'importe, me dit un jeune patient, je m'occupe des insectes, je les répertorie. Il est imbattable sur l'entomologie. Les autres viennent le voir, curieux, posent des questions. Cela n'est pas pour lui déplaire bien qu'il apprécie d'être seul. Évoquons un paradoxe. Nombreux sont ceux qui revendiquent une identité singulière et tentent de la mettre en œuvre en arborant des signes extérieurs, un langage, un style qui se retrouve commun sur les réseaux sociaux avec effet de mode et de groupe. Celui qui tombe dans ce piège, cette illusion, puise son originalité dans la copie, dans ce à quoi ceux à qui il s'identifie. Pourquoi pas? Mais pourquoi cette construction factice lui donne l'illusion d'être original, unique? En appartenant au groupe, il trouve son identité et sa singularité. Cela tient au fait qu'il se démarque de ceux qui n'appartiennent pas à ce groupe, cette mouvance, donc pour lui à une sorte d'élite qui non seulement signe, mais renforce son identité. Adolescent et jeune adulte, la quête d'identité peut se renforcer sur le mode identitaire et communautaire. Ce n'est plus une identité singulière qui est recherchée, mais une identité de groupe derrière laquelle l'individu se protège, mais sans s'effacer. De quelle place je m'autorise à évoquer ces questions? En premier lieu, pédopsychiatre, j'observe attentivement l'évolution des enfants, adolescents et jeunes adultes. Je constate que tout se bouscule en eux, et pour eux autour des questions d'identité. En tant que chercheur sur le processus de création et la créativité thérapeutique, je vois aussi une étrange effervescence de la création artistique, de la créativité artisanale et de l'intervention créatrice sur son propre corps. Cette dynamique créative est souvent orientée sur la quête et la mise en valeur de son identité. Elle interroge la précarité et n'hésite pas à la déconstruire, notamment concernant l'identité de genre. J'ajoute que citoyen avec un regard curieux sur l'évolution de la société et ses enjeux, technologie numérique, intelligence artificielle générative, dématérialisation, dérive écologique, j'ai besoin de partager mon souci sur les conséquences psychosociales concernant les individus qui sont soumis à une économie agissant directement sur la construction et l'expression de leur identité. Cela rejoint ma préoccupation de pédopsychiatre en matière de prévention des troubles psychiatriques chez les enfants, adolescents et adultes jeunes, qui, je suis obligé de le constater, sont en très nette augmentation depuis le début du XXIe siècle. Tout cela inciterait à penser que c'était mieux avant, réflexe générationnel lié à la difficulté de s'adapter à une nouvelle donne socio-culturelle. Il faut du temps pour intégrer l'évolution, et cela déclenche des réactions conservatrices liées principalement au désarroi. Pour ne parler que d'évolutions récentes, l'industrialisation, le moteur au XIXe siècle, les énormes progrès techniques de la première moitié du XXe siècle en partie liés aux besoins des deux guerres mondiales, les nouvelles technologies numériques de la fin du XXe siècle, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les manipulations génétiques, le transhumanisme qui nous affole. Sur le moment, on tend à percevoir ces révolutions comme régression de l'humanité plutôt que progrès. Chacun se raconte la vie d'antan, regrette souvent ce qu'il était, ce qu'il vivait et qu'il ne pourra plus vivre. Cette identité narrative, se raconter à ses enfants, est empreinte de nostalgie au point de ne plus se reconnaître dans la société actuelle où on a le sentiment de n'être plus qu'un numéro et de perdre son identité. Effectivement, tout va très vite sans laisser le temps de s'adapter, de trouver sa place dans ce monde d'obsolescence de l'humain que certains prônent sans état d'âme, s'enthousiasmant sans réfléchir. Alors, subir, choisir de s'adapter ou bien refuser la nouvelle donne? Cela suppose une prise de conscience réelle et courageuse. Interroger les effets de cette mue sociétale accélérée, c'est ce que nous ferons dans ce livre, notamment l'impact sur l'identité de l'envahissement addictif des écrans pour les enfants, de l'emprise des réseaux sociaux sur les adolescents, de l'action des influenceurs sur la quête d'identité, notamment dans les choix sexuels et le genre,
de la falsification de la vérité par l'image artificielle, de nouvelles prises de position idéologiques. Qu'en est-il de la construction de l'identité dans ce contexte? Il ne s'agit plus de l'éternel « qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère ?» lié à la quête de sens et d'identité que nous avons tous lors de la confrontation aux contraintes de l'âge adulte. Il s'agit, pour ce que j'en vois dans ma pratique, d'un désarroi, parfois d'un vide abyssal lié au fait d'être tiré à U et à dia par les injonctions à s'identifier à tel ou tel précablage sociétal. C'est particulièrement vrai pour les adolescents qui, par définition, sont en quête d'identité. Ils vivent très mal d'être bousculés et manipulés dans cette construction de leur identité. Certains surnagent dans un flottement qui confine à la perdition. D'autres croient pouvoir décider de leur identité et ils l'affirment dans l'illusion d'un auto-engendrement. Je suis ce que je dis, oscillant entre la fanfaronnade et l'infatuation. Je suis ce que j'ai décidé d'être. Au fil des situations concrètes décrites dans ce livre, chacun, adolescent ou adulte, pourra se retrouver et surtout trouver une voie pour construire une identité fiable et apaisée. Chapitre 1. L'identité soumise au culte de l'image et à l'emprise du virtuel. Les troubles psychiques des jeunes et des adultes nécessitent un éclairage des mécanismes d'emprise actuels de l'univers numérique et de ses enjeux sur la construction de l'identité. Un signal fort de la violence à l'œuvre dans notre monde est l'émergence et l'amplification de phénomènes de radicalisation dans divers domaines, et pas seulement sur le plan religieux. À radicalisation, terme aujourd'hui trop connoté dans le registre de l'intégrisme religieux, je préfère radicalité qui signifie plus largement un mode de pensée et d'action jusqu'au boutiste, au mépris des conséquences destructrices que cela risque d'induire pour les autres. Il s'agit par exemple de prise de position idéologique dans des discours tranchants et dans des actes. Il s'agit de défense radicale des droits des minorités qui se considèrent comme opprimées, qui le sont réellement ou qui se posent en victimes d'une société jugée opprimante et néocolonisatrice. Il peut s'agir d'actions politiques radicales dans le but d'imposer une cause qui, aux yeux des activistes extrémistes, n'est pas entendue, qu'elle soit légitime, ce qui peut bien sûr être le cas, ou qu'elle émane d'une élucubration idéologique d'un mouvement sectaire, d'un gourou. Quant au phénomène d'emprise, rien de nouveau, cela semble inhérent au processus de civilisation qui ne se conçoit pas sans induire un système de contraintes sur les personnes, en les aliénant insidieusement dans une servitude dont ils ont peu conscience. Aujourd'hui, cette emprise est un peu mieux repérée et dénoncée. Cette servitude est en partie liée au fait que la société fait en apparence la part belle à l'individu qui tend à dénoncer toute forme d'emprise, mais hypnotisé, il n'hésite pas à se jeter à corps perdu dans la servitude instillée par la finance internationale et les GAFAM avec leur force de frappe marketing en tout domaine, y compris culturel, artistique, ludique, affectif et politique. Dans ce contexte, de quelle identité est-il question? Celle de l'individu dans sa splendeur narcissique, je suis moi et je vous aime, celle par quoi il se représente, se fait reconnaître, je suis une victime, celle à laquelle il est renvoyé, à quoi il se soumet, je suis un raté, je suis schizophrène, car si on lui a dit c'est qu'il l'est, celle qui le rattache à un groupe dans une appartenance qui le contient et le rassure, je suis trans. L'identité objectivée ainsi fige la personne dans une identité où elle croit se trouver, alors qu'elle se perd dans la défense d'une étiquette et d'une appartenance trompeuse. Les réflexions sociopolitiques et psychiques sur ces questions et prises de position parfois radicales d'identité sous emprise doivent être mises en perspective afin de comprendre les divers troubles d'identité. Que provoque la mue à marche forcée de notre société? L'emprise de la société sur les personnes vise à la fois à uniformiser les comportements et à massifier le bagage qu'elle délivre dans l'éducation, l'enseignement et l'information. Cela ne facilite pas l'épanouissement d'une identité singulière, si ce n'est en faisant partie de l'élite ou, à l'inverse, des opposants et des révoltés. Peut-on dire, comme on l'entend souvent, que les gens sont de plus en plus individualistes, égoïstes, indifférents aux autres? Dans les faits, on constate des comportements qui le corroborent, mais cette analyse me paraît erronée.
Les gens font comme ils peuvent pour exister envers et contre le fardeau de ce que la société leur impose avec ses injonctions paradoxales, ses prescriptions contradictoires autour de la liberté, de la responsabilité, de la singularité, de l'autonomie et de l'indépendance, bref autour de ce que l'existence doit être dans l'injonction qu'on pourrait résumer de cette façon. Sois libre et tais-toi. Ne confondons pas l'individualisme qui cherche à tout prix à donner la priorité aux droits de l'individu, et la posture individualiste qui est un mode de réponse et de défense face à ces injonctions contradictoires et aliénantes. Il n'est pas donné à tout le monde d'être dans la prise de conscience de cette emprise et dans la capacité à la dénoncer ainsi qu'à la refuser. Être robotisé est plus facile que de s'imposer en électron libre, mais cela risque de déclencher un comportement défensif, de violence, d'indifférence ou de quête d'affiliation, car se ranger sous une bannière et parler d'une seule voix, cela rassure et allège le fardeau de la différence. D'un côté, on a une posture et un comportement individualiste dans une forme de solitude, de frustration, d'aigreur. De l'autre, un effet de libération, de soulagement de se trouver enfin et de s'approprier son existence, son identité, en se ralliant à un groupe radical. Cela explique les pour ou contre eux de plus en plus tranchés et affirmés, ainsi que la radicalité des luttes minoritaires dans leur quête de visibilité et dans de folles exigences que traduit le phénomène de lobbying et son message radical. Si tu n'es pas entièrement pour, c'est que tu es contre. Ou, si tu n'adoptes pas notre mode de pensée, nous ferons tout pour te détruire. Les slogans et les acronymes n'ont jamais autant fleuri. Ils se complexifient avec la volonté affichée que cette niche cloisonnée devienne la seule vérité, ce que l'on trouve dans les mouvements woke et transidentitaires, avec les acronymes à rallonge désignant ce qu'il faut être, ne surtout pas être, LGBTQIA+, BAM, WASP. Derrière chaque acronyme, il y a un clan et des ennemis jurés avec l'obligation impérative de choisir son camp, sinon on te fait taire et on t'exclut. Ces clivages violents sont à l'origine de fractures sociétales douloureuses qui s'ajoutent à d'autres crispations identitaires, notamment celles liées aux migrations volontaires ou forcées de peuples en souffrance et en quête d'un monde meilleur souvent illusoire. Ces mouvements induisent en retour des réactions de rejet radical venant de la population autochtone, qui agit violemment pour défendre ses revendications identitaires, raciales et nationalistes. Toutefois, élément positif, on constate en parallèle une certaine souplesse et diversité dans la façon d'être, le style, le comportement, qu'il s'agisse des dress codes, de la fluidité de l'expression genrée, des règles de bienséance. Cette fluidité va parfois jusqu'à l'absence de savoir-vivre, le risque étant d'empêcher que chacun puisse avoir une place dans le vivre ensemble. Élément majeur de la mue sociétale, une dématérialisation tous azimuts qui, par la violence d'une mise en place imposée, crée une fracture sociale entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, fracture autant générationnelle que géographique, zone blanche de connexion Internet. La digitalisation et la virtualisation des rapports humains font tomber les frontières entre réalité et virtuel, du fait de la banalisation et de la permanence de la connexion numérisée, mais elle en introduit d'autres, très inquiétantes. Celles imposées par les multinationales qui régissent les systèmes d'exploitation, celles des administrations qui, par économie, accentuent la déshumanisation avec la violence et le vécu de solitude que cela induit. Psychiquement, on perçoit une augmentation de la sensation de détresse et des troubles qui s'y associent. Le vécu de persécution et les passages à l'acte, parfois très brutaux, en réponse à cette violence. Ajoutons un rapport au temps sur un rythme accéléré, où il n'y a plus le temps pour prendre le temps, y compris dans les loisirs. Pas de lâcher prise, il faut agir, car agir est synonyme de vivre. Et si les spiritualités extrême-orientales contemplatives sont dépassées, y compris dans les nations dont elles sont le fondement, nombreux sont ceux qui tentent d'y revenir l'espace d'un instant compté dans des journées minutées. Chacun doit devenir multitâche au plus vite. L'artisan qui prend le temps du travail bien fait, c'est une notion désuète. Plutôt que le bien fait, on exige le vite fait en comptant sur la machine et les autres. Les impacts sensoriels, le bruit, le stress des injonctions à faire et non pas à être,
la distractibilité liée au parasitage, sollicitations multiples dont les écrans, l'exigence de performance compétitive induisent un stress dont on sait le danger, risques psychosociaux, burn-out, mais aussi la perte de sens dans le travail et le machinisme qui abolit l'identité et qui la met en souffrance ainsi qu'en danger. Qui suis-je? Au pire, je deviens une machine à produire avec des pauses pour la refroidir. Autre danger qui empêche d'asseoir son identité, la précarité induite par la perspective très médiatisée de catastrophes écologiques, de fin de l'humain destructeur, avec la culpabilisation quant à la responsabilité de chacun dans l'écocide de notre ère anthropocène. Excusez-nous d'être là, d'être trop nombreux, promis nous ne ferons pas d'enfants, nous ne mangerons plus de viande et si vous insistez, on peut même se suicider. Si je résume ce que j'entends parfois de la part des adolescents, voilà ce qui peut être renvoyé à des États, à des multinationales, à de cyniques financiers qui se moquent d'aggraver le péril écologique tout en culpabilisant la population enjointe, par ailleurs, à consommer toujours plus. Dirions-nous que la normalité actuelle est une folie? Oui, au sens où de se plier à ces injonctions paradoxales dans tous les domaines de la vie sociale empêche de s'accomplir dans sa quête d'identité. Au-delà de ce que je suis par l'hérédité, et de ce qu'on a fait de moi par le milieu et l'éducation, il y a ce que je fais avec ce que je suis et ce qu'on a fait de moi. Nous sommes loin de cette prise de conscience et de la maîtrise de notre existence que suggère Jean-Paul Sartre. La seule voie pour y parvenir, pour tracer un chemin de liberté et d'identité singulière, Albert Camus nous l'écrit, créer, c'est ainsi donner une forme à son existence, que ça plaise ou non aux autres et aux détenteurs d'un pouvoir sur nos destins. Cela ne relève pas d'un individualisme égoïste forcené, mais d'une qualité de construction et de préservation de l'être dans sa propre identité. Quel monde, les sociétés du XXIe siècle proposent-elles aux jeunes générations? Au vu des éléments funestes liés à la mue sociétale accélérée, on peut s'inquiéter du devenir des enfants et des adultes qui vivent ce XXIe siècle sous pression, à tort ou à raison, car dans le bilan de cette mue, il y a aussi des apports positifs. Posons quelques questions concrètes. Chaque parent peut se les poser, sachant qu'il est en droit d'exiger des réponses de la part de ceux, humains et systèmes, qui mettent leurs enfants en situation de manipulation, d'emprise, de maltraitance psychique, qu'il s'agisse de TikTok, du darknet cyberharcelant, des agences de publicité, de l'industrie du loisir numérique et des gouvernements qui se rendent complices de la transmutation des enfants et des adultes en proie facile pour ces procédés pervers. Comment les jeunes vivent-ils la tension entre société de loisirs et exigence de performance? Léo, 13 ans, s'est replié dans sa chambre après une prise de bec avec un professeur, car il n'avait pas réussi une épreuve jugée facile par celui-ci. Tout semblait bien aller jusqu'à cet épisode, chez cet enfant plutôt docile tant à la maison qu'au collège. Il était fan de jeux vidéo sans être addict, il fréquentait assidûment les réseaux sociaux et préadolescent, cherchait à ressembler à un héros virtuel dont il admirait les prouesses, jusque-là, rien d'inquiétant. Dans l'intimité des séances de psychothérapie, il révèle sa tension extrême qu'il ne peut plus cacher et qui le conduit à développer une anxiété, des attaques de panique, d'où un repli et une fuite face à ce qui peut provoquer une crise, c'est-à-dire sa vie sociale et scolaire. Il ne se sent plus capable d'affronter et n'a trouvé comme solution que s'isoler dans sa chambre, le seul endroit où sa tension psychique s'atténue. Dans nos échanges, il en vient à dire qu'il ne veut plus grandir. La vie ne vaut rien, on l'a trahi sur ce que c'était, il ne peut pas faire ce qu'il veut, c'est-à-dire rester sur ses jeux vidéo, voir ses copains, desserrer les taux du collège qui, dit-il, le gavent. Or, il n'est ni paresseux, ni révolté, ni déprimé. Son être lui commande la passivité pour se protéger, et à la question « Qu'est-ce qu'il te faudrait pour aller mieux ?» il répond par l'avoir et non par l'être, énumérant les biens matériels que ses parents lui refusent. Alors je précise ma pensée, qui voudrais-tu être, qui voudrais-tu devenir? Silence. L'avoir ne laisse pas de place à l'être. Ce n'est pas sa préoccupation en apparence. Notre psychothérapie portera sur ce barrage qui l'empêche de se sentir exister,
face à des représentations psychiques contradictoires dont il n'a pas conscience. Or, c'est la source de son angoisse. La fameuse réplique du film La guerre des boutons, « Si j'aurais su, j'aurais pas venu », que chaque enfant a ressenti ou prononcé un jour ou l'autre, prend pour Léo une dimension de réalité. Je ne vais plus à l'école. Le dénouement vers un mieux-être passera par identifier et affirmer ce qu'il veut devenir. La première étape de la psychothérapie est la prise de conscience du piège dans lequel il s'est mis et où on l'a mis. Il lui faut à tout prix avoir, posséder et s'incarner dans un objet idéal. Peu à peu, sachant mieux ce qu'il veut être et devenir que cela plaise ou non, il refusera cette emprise addictive, mais aussi la soumission d'être le bon élève. La situation de Léo est loin d'être une exception. Nombreux sont les adolescents qui ont besoin de dénouer cette contradiction et de sortir de ce piège pour s'approprier leur existence. Devenir adulte, c'est parvenir à l'affirmation « Voici mon choix, que ça vous plaise ou non, que ça déçoive vos aspirations et ce que vous vouliez faire de moi. » Ce propos s'adresse aux parents qui devraient s'en réjouir, mais surtout aux systèmes qui ne pourront pas les manipuler, ni les transformer en objets captifs et dociles. S'approprier son existence, devenir un sujet libre, est une tâche délicate qui requiert de l'audace. Le chemin pour y parvenir est éprouvant et anxiogène quand il s'agit de s'affirmer, alors que l'identité est par définition encore fragile et dépendante du jugement des autres, en premier lieu des parents eux-mêmes assujettis à ces pressions contradictoires. On a tôt fait d'assimiler négativement cette affirmation à une crise d'adolescence vouée à passer pour rentrer dans le rang. En réalité, c'est un sacrifice et même un combat pour un jeune qui veut devenir adulte, de ne pas se laisser fasciner par les appels séducteurs l'empêchant de poursuivre le chemin pour trouver sa consistance et son identité. Les sirènes d'Ulysse sont aujourd'hui les YouTubers, les influenceurs et marchands d'idéaux factices qui occupent massivement la scène numérique, hypnotisent les générations actuelles et gavent leurs imaginaires d'illusions trompeuses, de paillettes masquant un être vide. Le constat des professionnels s'occupant de jeunes est unanime. La tension paradoxale entre les messages transmis par une société de loisirs qui submerge de consommation ludique et les messages d'exigence de performance et d'adaptation génère une souffrance de ces jeunes. Les adolescents ne vont pas très bien, certains vont très mal. On peut se demander pourquoi, alors que notre société semble moins rigide, plus ouverte à la différence et que la liberté de penser et d'agir accordée à l'enfant est supérieure à ce qu'elle était, ne serait-ce qu'au siècle dernier. Pour le comprendre, il faut revenir à ces messages opposés qui peuvent déboussoler jusqu'à perdre la raison et se mettre en danger. Les jeunes qui disjonctent sont nombreux à consulter, poussés par leurs parents, mais de plus en plus en le demandant eux-mêmes. Dans ces conditions, que devient l'autorité parentale ? Je ne fais pas le poids face à TikTok, me dit une mère confrontée à sa fille sur des questions de vie en société. Elle tente de lui apporter des éclaircissements afin de développer sa capacité de réflexion critique. Sa fille, 15 ans, entame son adolescence et s'affirme en se saisissant des contenus fallacieux que lui imposent les algorithmes de TikTok. Pour elle, si c'est écrit, c'est que c'est vrai. D'ailleurs, tout le monde le sait. La mère se retrouve seule face à une nuée de fakes et d'affirmations incontestables aux yeux de sa fille, qui va jusqu'à prendre fait et cause pour des complotistes qui rôdent sans contrôle sur ses applications. Elle critique sa mère dont la conscience politique et écologique vise au respect de l'humain, de la diversité et de la nature. Jusque-là, l'espoir des parents était que leur fille ait suffisamment engrangé ces principes de respect pour, une fois passée cette première phase adolescente conflictuelle, elle puisse acquérir un esprit critique, mais cela dure depuis 2 ans, l'espoir s'amenuise, le fossé se creuse entre mère et fille. Je ne la reconnais plus, elle qui avait le souci des autres. Jusqu'à 12 ans, elle acceptait nos règles éducatives plutôt souples et semblait adopter les valeurs d'humanité que je voulais lui transmettre. J'ai l'impression de l'avoir perdue. J'ai face à moi une étrangère devenue intolérante, raciste, pleine de haine dès que je conteste ses convictions. J'ai dû rater quelque chose, je crois qu'il est trop tard, je n'ai plus aucune autorité sur elle.
Si je tente de l'éloigner des réseaux sociaux, c'est la crise, elle m'insulte, elle en est même venue à me frapper. C'est la même chose avec son père, mais lui, il a renoncé, il ne lui parle plus. Moi, je ne veux pas me résigner. Dites-moi quoi faire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.